Épisode 185 des Technos, dernier épisode des Technos avant le possible dernier changement d'heure. Vous avez senti cette dramaturgie tout d'un coup dans la présentation. Dernier épisode, là, j'ai senti comme un frémissement du côté des chroniqueurs, du côté de certains auditeurs, peut-être aussi, ou pas du tout. Je me fais peut-être complètement des illusions, c'est une possibilité. Du côté des chroniqueurs, des retrouvailles, peut-être, par exemple, tenez, Sébastien et Marc, le duo de bavards que l'on retrouve. Et Marc, que l'on retrouve pour la première fois cette saison d'ailleurs, cette cinquième saison. Très demandé, hein, Marc, t'as vu dans les commentaires. Certains se demandaient où tu étais passé, ce que tu devenais. Voilà, toujours en vie et de retour. Donc on va avoir l'occasion de parler une nouvelle fois technologie et actualité technologique avec ces deux zigomards. Je tiens à chaque fois à rappeler les règles du jeu, hein, parce que sinon on se fait un petit peu houspiller. Vous n'avez pas parlé de ceci ou de cela, vous n'avez pas parlé de cela, de ceci, etc. On ne parle pas de tout dans les technos, vous le savez bien, on ne parle que de ce qui nous intéresse. C'est très réducteur. Non, on ne parle que des choses qui ont un petit peu titillé la curiosité de nos chroniqueurs, et c'est comme ça chaque semaine. C'est pour ça que c'est un petit peu différent des podcasts habituels qui traitent de technologie, qui sont plus peut-être mainstream par moment. Nous, on traite d'autres choses, pas toujours de choses très technologiques d'ailleurs aussi, hein. Ça peut varier. Je n'ai pas relevé de choses très particulières côté courrier des auditeurs, des gens qui étaient plutôt satisfaits. J'ai vu des choses sur des hors-séries plutôt anciens. Je suppose que là, on va y répondre via les commentaires justement sur YouTube ou sur les commentaires sur notre blog lestechno.be ou encore sur les podcasts, par exemple via iTunes. Merci encore une fois à tous ceux qui nous mettent des pouces vers le haut, à ceux qui nous mettent des étoiles, à ceux qui s'abonnent par exemple à notre chaîne YouTube. Ils sont évidemment toujours les bienvenus, vous aussi. On peut démarrer, je pense, avec la lettre A. La lettre A comme Amazon, si je dis pas de bêtises. On va parler avec, je sais pas lequel des deux, en fait. Je n'ai pas du tout suivi la conduite. Wow. C'est avec Sébastien. On va parler d'Amazon, qui investit dans une start-up proche de chez nous, en Allemagne, Sébastien. Ouais, et c'est assez rare pour le souligner. Ouais. Donc voilà. Ils ont tapé 50 millions de dollars. Ça pourrait pas, enfin, tu vois, pour les États-Unis, c'est pas énorme. Pour l'Europe, c'est quand même pas mal. Et ça amène en tout à cette petite boîte plus de 100 millions de dollars de fonds. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Parce que c'est là que c'est intéressant, hein, en plus du fait que Amazon investisse dedans, donc qui était une boîte américaine qui investit dans des startups européennes. Alors cette petite boîte, elle veut révolutionner, entre guillemets, la gestion du thermostat et surtout l'ERCO. Et donc, en fait, ils ont fait un petit truc en particulier en plus, c'est que, bon, d'abord, t'as un truc habituel, il dit, bah, on va pas allumer ton airco quand t'es pas là, hein, ça sert à rien. Si tu ouvres la fenêtre, bah, on va couper ton airco aussi ou diminuer, etc. Et ils règlent, comme ils font le froid, ils font aussi le chaud. Et pour faire le show, ces gars, ils ont fait quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'ils sont connectés à toutes les chaudières, hein, donc avec des ports spécifiques pour le diagnostic. Et ils se sont dit, bah tiens, en fait, ces chaudières, on peut les contrôler, mais en plus, elles nous donnent des infos pour dire, bah je suis en panne, ou j'ai un problème, ou je dois faire un entretien, ou que c'est. Donc, toute une série d'infos qui sont remontées par les chaudières. Et de là, ils ont commencé à développer toute une connaissance sur le marché de l'énergie en récupérant ces datas, en se disant, bah, en fait, le fait de gérer le chauffage, c'est vraiment le premier pourcent de ce qui nous intéresse dans la startup. Mais tout le reste, les 99 après, c'est ton truc va tomber en panne, on peut te proposer le service qui va avec. Oui. Tu as le chauffagiste qui vient, qui a le code spécifique pour venir réparer ta chaudière parce que le brûleur est en panne ou que sais-je. Donc c'est de la télémesure et de l'anticipation sur réparation et des choses comme ça. Donc c'est ça. Et donc c'est pas con du tout. Et donc ça, c'est vraiment le premier truc qui est très intéressant sur cette boîte. Et ils ont rajouté un autre point qui méritait, en fait, parce que tout le reste ici, je trouve ça super sympa, mais j'en aurais pas parlé. Mais il y a vraiment un autre point qui, je trouve, est fondamental et qui explique pourquoi il y a des boîtes comme E.ON,
Total et d'autres boîtes d'énergie qui ont investi dans la société. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont investi là-dedans? Tout simplement parce que cette société s'est dit, alors on va contrôler des milliers de chauffages, ça va consommer, on va pouvoir avoir un contrôle sur la consommation. Et grâce à ça, s'il y a un problème sur le réseau, nous, on est capable de pouvoir dire diminuer un peu le chauffage, comme ça vous êtes tous chauffés plutôt que de faire un blackout. D'accord, ok. Et donc ils disent on va pouvoir grâce à ça, et avec les infos qu'on reçoit de la part des fournisseurs, dire ah bah ok, t'as pas 22 degrés parce que tu voulais 22, on te le fait à 21,5, hein, et ton voisin on te le fait à 20, mais grâce à ça, on réussit à ce que le réseau soit stable. Est-ce que c'est pas aussi un peu pour analyser la consommation globale et pour pouvoir peut-être négocier les tarifs à terme, tu vois, de pouvoir dire tiens, on sait que typiquement dans telles circonstances il y a une demande accrue d'énergie, donc augmentons un peu les tarifs ou négocions avec des fournisseurs pour avoir des tarifs préférentiels pendant certaines périodes. Il y a un peu de ça aussi, non? Du trading, quoi. Alors non, a priori là non. Ici on est vraiment juste dans la gestion technique et dans le fait de pouvoir contrôler en masse tous les appareils pour dire ok, on lit ça avec ce que le réseau est capable de donner, où on va effectivement charger ton chauffage ou ton chauffe-eau, parce qu'il contrôle aussi les chauffe-eau. On va faire fonctionner ton chauffe-eau pendant qu'on a trop d'énergie. Comme ça, on sait qu'on le consomme à ce moment-là plutôt que de perdre l'électricité. Non, je pense que c'est vraiment plus pas le côté responsable, mais le côté communicant de tous nos appareils qui permet peut-être un côté plus responsable de la gestion de l'énergie. Et ça, je trouve qu'effectivement, c'est le premier écosystème en masse qui propose ce genre de trucs. Et chouette, c'est une boîte européenne et je trouvais ça vraiment très, très, très intelligent. Après, il faut voir jusqu'où ils peuvent aller beaucoup plus loin. On comprend pourquoi Amazon, enfin une boîte comme Amazon, ça aurait pu être une autre, hein, en l'occurrence, investissent dans ce genre d'entreprise. C'est marrant que tu parles de ça et de télémesure et de mise à disposition, entre guillemets, enfin en tout cas de l'analyse de data. C'est que je pensais justement à toi, parce que c'est toi qui avais commis, il y a déjà quelques temps de cela, un hors-série concernant Netatmo. Et j'ai vu cette semaine, je ne le savais pas, qu'ils ont mis à disposition des cartes européennes où on peut connaître la température en temps réel d'une région particulière. Parce que ouais, voilà, ils partagent, les stations qui le désirent, je suppose, partagent l'information avec la communauté. C'est plutôt pas mal aussi, ça, comme idée. Oui, ça existe depuis le tout début. Ah, d'accord. C'était pas super connu du grand public, je pense. Peut-être des possesseurs de Netatmo. De Netatmo, oui, mais moi je le savais pas. Enfin voilà, donc je l'ai pointé du doigt. Donc je sais qu'il y avait, au moment où j'ai regardé, il y avait 13 degrés dans ton jardin. Vous n'êtes pas nombreux à Nivelles à avoir un Netatmo. Enfin, soit. Voilà. Disons que la dernière, on a perdu une Netatmo. Hein. Ah oui. Parce qu'à partir du moment où il te dit 100% d'humidité, quand tu te réveilles, tu dis ah, cette Netatmo, elle a un problème. Oui, c'est ça, c'est là, elle nage. Voilà. C'est là, elle nage. Effectivement, elle nageait. Voilà, donc maintenant ça va tromper les statistiques de chez Netatmo, du coup. C'est certain. C'est très humide de ce côté-là. Nivelles est très très humide, hein, surtout dans cette période. On en rit, mais c'est pas toujours amusant, il faut le reconnaître aussi. Bon, ben voilà, on a bien fait le tour de cette news concernant l'investissement d'Amazon en Europe. Plus long. C'est bien, c'est pas mal. Je sais pas ce qu'en pense Marc, peut-être qu'il avait un truc à rajouter sur ce sujet. Non, le sujet est très intéressant, effectivement. Je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire à long terme de toutes les données qu'ils auront engrangées. Je suppose que il y a des data quelque part qui se profilent derrière. Voilà, j'osais pas le dire, mais effectivement, je vois que tu es toujours aussi délicat. Donc, oui, les revendre, les monnayer chez Revilla. Question, du coup, voilà, à partir du moment où il n'intéresse que Amazon, enfin, Amazon est le seul qui a vraiment mis beaucoup d'argent dedans. Jusqu'à quand vont-ils tenir avant de devenir un enjeu beaucoup plus stratégique? Parce que si Total et les autres commencent à s'intéresser derrière, je suppose que ce n'est pas uniquement pour pouvoir en retirer simplement des petits chiffres pour anticiper leurs besoins. C'est pour ça que je parlais de stratégie. Voilà, c'est probablement une stratégie. Donc, on a l'habitude de dire affaire à suivre, mais disons que ce genre de boîte a clairement bien défini son profil business pour les années à venir. Donc, bravo, messieurs. Bah oui, c'est plutôt malin. On peut passer à la lettre suivante, du coup. Hein. Bah oui.
B comme bug, et c'est vers Marc qu'on va se tourner pour parler de bug si je ne dis pas de bêtises. Windows qui perd de nouveaux fichiers. Pardon? C'est sa spécialité. C'est quoi, les bugs? Oui. Excuse-moi, il fallait que je fasse une blague pourrie, il revient. Il est à peine de retour, il veut déjà le chasser. La dernière fois, si on l'a pas vu pendant 2 mois, c'est parce que tu avais dit une méchanceté, je me rappelle. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc le spécialiste des bugs... Donc c'est plutôt Windows qui devient le spécialiste des bugs, j'ai envie de dire. Ouais, effectivement. Bon, ici, c'est une série noire qui continue, hein. On a tous encore en mémoire les majestueux ratages de la dernière mise à jour qui virait Manu Militari et sans aucun moyen de recours, à de rares exceptions près, tous les fichiers personnels des utilisateurs qui avaient osé faire la mise à jour. Ce qui se passe ici est un truc un peu plus limité en portée, mais qui peut encore quand même avoir des conséquences assez désastreuses pour ceux qui utilisent de manière intensive toujours les outils de Microsoft, mais qui heureusement est contournable de manière assez simple. Alors, le problème, cette fois-ci, se situe au niveau du module qui, dans Windows, et donc faisant partie de Windows de manière totalement intégrée, gère les archives zip. Donc, normalement, lorsque vous extrayez une archive zip, si les fichiers à extraire existent déjà ailleurs, la moindre des choses qu'un système d'exploitation bien élevé doit faire, c'est vous dire, attention, j'ai trouvé des fichiers identiques, voulez-vous les écraser ou les remplacer ou les déplacer ou machin, etc. Ici, non, j'écrase. J'écrase et je te demande rien, et si tu n'es pas content, j'en ai rien à foutre. Donc, en gros, c'est ça. Donc, je précise, ceci ne concerne que le module intégré de gestion des fichiers zip. Donc, forcément, moyen très évident et très simple de contourner le problème, utiliser WinRAR. Je n'ai pas dit acheter WinRAR, j'ai dit utiliser WinRAR ou 7zip ou n'importe quel autre truc qui existe. Il y en a des centaines qui font très bien leur travail. Mais disons, le problème n'est pas tellement dans comment contourner le bug, le problème est comment ce bug a pu se manifester encore une fois, alors qu'il y a eu un ratage mais quasiment d'envergure cosmique il y a à peine quelques semaines. Donc, beaucoup de gens s'interrogent en fait sur le quality control des dernières versions de Windows et se posent aussi la question de savoir si leur persévérance et leur détermination à tout prix à passer Windows en software as a service ou en plateforme as a service avec des mises à jour régulières et aussi fréquentes qu'on peut trouver par exemple sur un Linux ou sur un macOS, ben finalement ça ne déforce pas un peu la qualité du truc. En tout cas, donc pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, évitez de dézipper vos fichiers avec Windows, en tout cas en utilisant les outils intégrés. Oui, ou alors de le faire dans un autre répertoire, quoi. Ou de le faire dans un autre répertoire. Mais parfois, on n'a pas forcément le réflexe. Tu reçois un zip, tu l'extrais. Ah, ben trop tard. Oui. Bon, c'est pas arrivé à Sébastien, puisque lui, il est passé sous Linux. Ouais. Donc, voilà. Mais voilà. Non, Sébastien, il a autre chose. Hein. Sébastien, il a 100% de CPU quand il ouvre une fenêtre de navigateur. Chacun son truc. Oui, mais allez, tu peux pas en vouloir à Linux là-dessus. C'est juste que effectivement, j'ai une carte Intel, un GPU Intel et un GPU Intel sur un laptop. Bah, faut pas non plus lui demander la lune, quoi. Non, c'est ça. On fait ça, c'est ça, là, le truc. 15-1 je marque les scores. Ce match n'est pas fini. Restez avec nous, ne bougez à rien. On va prendre de la hauteur, aller dans l'espace, toujours avec Marc, si je ne dis pas de bêtises, pour parler de la Chine, qui a eu une grande idée chinoise pour éclairer les rues, Marc. Ouais. En fait, à l'origine, le truc, j'avais fortement hésité à le mettre dans un oui mais non, parce que c'est quand même un petit peu... Allez, quand tu vois le truc à première vue, que tu fais pas attention, tu te dis... ils ont fumé, je sais pas quoi, mais de la bonne. Et finalement, quand tu grattes un petit peu, le truc est loin d'être idiot. Moi, juste une petite parenthèse, moi, j'ai pas tiqué à ce point-là parce que, mais tu vas sans doute le dire, c'est pas la première fois que quelqu'un a cette idée. Non, c'est pas la première fois que quelqu'un a cette idée, sauf que la première fois, ça s'est mal passé. Ouais. La première fois, en fait, a fonctionné de mémoire, pas longtemps. Je dirais 17 secondes. Oh, même pas, je pense. Même pas, non, le temps du déploiement, oui, un truc du style. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une ville chinoise qui s'appelle Chengdu, qui est située de mémoire aussi dans le Sichuan, qui s'est mis en tête de lancer des lunes artificielles.
Rien que ça. Donc la Lune normale, la Lune naturelle ne leur suffit plus. Ils veulent mettre en orbite une première d'ici 2020 et 2 supplémentaires d'ici 2022, des lunes artificielles qui seront en fait des satellites dotés de grands miroirs qui vont se positionner à une altitude de 500 km et qui, en reflétant la lumière émise par le Soleil, permettront d'avoir une luminosité équivalente à 8 fois celle de la Lune et d'éclairer des zones par satellite comprises entre 50 et 80 km² au sol, avec une précision de l'ordre de 10 mètres. Ça, c'est pour la partie technique. Alors, pour la partie pratique, l'un des buts poursuivis par cette initiative, à l'origine, c'est de faire en sorte que l'on puisse économiser sur les frais d'éclairage. Ça, c'est le premier but. Effectivement, en ayant une luminosité ambiante globalement équivalente à celle d'une aube ou d'un crépuscule, on va pouvoir réduire les besoins en consommation électrique pour l'éclairage public, sans forcément perturber les cycles naturels de la faune et de la flore, ni ceux des humains, en tout cas pas dans un premier temps. Le temps permettra de dire si ils vont tous devenir suicidaires ou maniaco-dépressifs après 6 mois, mais pour l'instant, on n'a pas encore un échantillonnage de données suffisant, on n'a pas encore un recul suffisant pour pouvoir le déterminer. On va très bien, on a des ficus de 30 mètres de haut, mais on va très bien. Mais à part ça, il y a d'autres utilités, comme par exemple, il pense aussi qu'avoir cette augmentation de la luminosité ambiante devrait permettre de réduire le taux de criminalité nocturne. C'est pas faux. Ouais. Ça permettrait aussi, dans le cas où il y a des catastrophes naturelles, comme par exemple, ce genre de région, il n'y a pas longtemps, quelques années, je crois, avait été victime d'un tremblement de terre ou d'une série de séismes qui avait causé jusqu'à 70 000 victimes, c'est quand même pas rien. Ce genre d'initiative permettrait d'avoir une luminosité en concentrant les 3 satellites ensemble au même endroit, quasi identique à la lumière du jour, et donc de pouvoir permettre de poursuivre les recherches et les démarches de sauvetage 24 heures sur 24. Donc, l'idée peut paraître totalement absurde à première vue, mais n'est pas totalement à jeter. Alors, comme tu le disais effectivement, il y a eu un précédent, c'est un précédent russe, avec une initiative qui s'appelait, je crois, Xienmia, un truc du style. Alors, l'époque, par contre, je ne m'en rappelle pas du tout. Je crois que c'était fin des années 90, début des années 2000. Un truc dans ce genre-là, oui. Ouais, il y avait eu un essai d'accrocher un module avec un miroir sur une station spatiale. J'avais dit 17 secondes, c'est probablement moins aussi. En fait, au moment de l'ouverture du déploiement du miroir, une micrométéorite avait endommagé le truc et le truc n'avait jamais fonctionné. Donc ici, ils vont devoir effectivement, ils vont devoir outrepasser et dépasser un certain nombre de contraintes techniques pour s'assurer que le phénomène ne se reproduise plus, ou en tout cas qu'il soit protégé contre ce phénomène-là. Il faudra aussi voir si le projet est économiquement viable, parce que pour l'instant, on parle quand même d'un financement à hauteur d'1,5 milliard. Au niveau de la Chine, ce n'est pas forcément quelque chose de très, très élevé, mais pour un impact immédiat qui serait aux alentours de 200 millions de dollars, c'est-à-dire la réduction d'électricité en consommation électrique. Ah ouais, non, ça peut se rentabiliser. Ça peut se rentabiliser sur un long terme. Maintenant, la Chine, dernièrement, a quand même été un peu victime de certains promoteurs et de certains entrepreneurs avec des idées complètement foireuses qui ont englouti un max de pognon et qui n'ont jamais rien donné. On a par exemple en mémoire encore le fameux bus qui devait surplomber les rues, qui avait été financé à pas loin d'1 milliard et qui finalement allait être un pétard mouillé. On y a tous cru parce que c'était un beau projet. Eh ben non. Je rappelle, c'était une espèce de, comme tu le dis, de bus, mais avec les roues qui étaient très écartées, qui passaient le long des routes, et donc il y avait une circulation. Sur des rails, sur le long des routes. Et la circulation automobile pouvait encore se faire en dessous du bus. C'était un peu ça l'idée. Et ils avaient même commencé à construire une usine qui n'en était pas une, mais un espèce de truc de démonstration, etc., avec des maquettes, etc. Et donc c'était une énorme supercherie, en fait. Voilà. On s'est tous fait avoir sur ce coup-là. L'histoire du miroir, quand on dit un miroir, c'est pas le miroir comme on a à la maison. C'est plus un voile réfléchissant qu'il faut le déployer. Et donc ça, c'est ça qui est compliqué à faire, parce que pour le déployer, avant, il faut le plier très, très petit, très petit. Oui, voilà. Ou alors, ici, ils ont aussi envisagé d'utiliser non pas un miroir, mais plusieurs. Très grande quantité de micro-miroirs indépendants les uns des autres qui permettent de faire du tracking de lumière, de réorienter, qu'on puisse, avec des différentes
points de focale qui permettent de capter plus de lumière, de la réassigner. Donc c'est vraiment quelque chose qui, sur le papier, a l'air intéressant, mais... De mettre des couleurs, soirée disco. Voilà, totalement. Par exemple. On pourra faire soirée jungle avec les ficus de 30 mètres de haut. Oui, par exemple. Ouais. C'est un truc à rajouter, une réflexion à faire, un commentaire. Ouais, non, une réflexion. Mais alors, attends, si les mecs, ils mettent assez de miroirs que pour éclairer un truc de 40 km², c'est ça, hein? J'ai bien compris. Entre 50 et 80, oui. Oui, voilà, donc une grande zone. Si maintenant il y a un petit malin qui se dit, bah finalement avec tes milliers de miroirs, au lieu de faire 40 km², je vais les concentrer. C'est Minus et Cortex, là, il va griller tout le truc. Hein. Tu vois, t'as un laser qui va... C'est peut-être ça l'idée. C'est quand même dangereux, là, cette histoire. Ceci dit, les Russes... C'est quand même un peu... L'idée des Russes, quand ils ont monté cette idée-là initialement, c'était pour pouvoir produire plus de blé, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'était pour pouvoir faire pousser le blé plus vite. Donc c'est quand même un petit peu tordu. Parce qu'à cette époque-là, ils étaient un peu le grenier à blé d'une partie du monde, et donc l'idée c'était d'en produire plus vite. Ce qui est quand même, là, ça pousse un peu la réflexion un peu plus loin. On revient à mon ficus, là, pour le coup. Voilà. Alors que ça n'entrave pas le bon fonctionnement de l'être humain, d'avoir toute cette lumière tout le temps, j'en suis pas tout à fait convaincu, moi. Je pense que ça peut taper sur le système après un moment. Écoute, il y a bien des gens qui, au-delà du cercle polaire, vivent dans une nuit, dans une pénombre ou dans une aube quasi permanente tout au long de l'année. Ils se sont adaptés. Se sont adaptés. Bon, forcément, il y a des différences au niveau du métabolisme, il y a des différences au niveau du rythme de vie, mais c'est bien la preuve. Et puis bon, de toute façon, de multiples études dans tous les pays du monde ont montré que l'homme est capable d'une résilience assez incroyable. Ouais. Et c'est pas les Chinois qui vont dire le contraire, parce qu'eux, ils n'ont pas le choix, de toute façon. De toute façon, ça leur fait... on va changer aussi la vitesse des montres, coup, dans cette région-là. Donc les journées vont durer beaucoup plus longtemps, tout d'un coup. C'est bizarre, cette journée qui n'en finit pas. Patron, c'est normal, je peux pas rentrer chez moi? Non, quand il fera nuit. Voilà. C'est comme ça que ça va se passer, tu vas voir. Ça va finir comme ça, c'est horrible. On était à la lettre G déjà. G comme Google. On va parler plusieurs fois de Google dans ce numéro. D'abord avec Sébastien, on va parler de Google. Alors, c'est une expérience personnelle, si je ne m'abuse, que tu as faite avec Google Maps. Est-ce que j'ai vrai? Pas tout à fait. Ouais, alors, presque. Oui, alors ça part d'une information. Enfin, donc, j'ai été, pour ceux qui me suivent sur LinkedIn ou ailleurs, j'étais ce matin dans une conférence Google. Et, chez Google, je précise parce que tu as un peu lagué. Tu as un peu lagué, donc je dis chez Google. Tu avais un beau cahier avec un beau bic, etc. Ouais, j'ai vu ça. Un beau bic et tout. Ouais, c'est top. Hein. Ouais, top. Je suis fier. Ouais, je comprends. Donc je suis rentré, je l'ai donné. Ouais, il l'a balancé sur le bureau. Non, c'est un tech qui l'a pris. Si tu nous écoutes. Donc, et effectivement, donc j'étais chez Google, et d'ailleurs, soit dit en passant, on avait râlé il y a quelques mois sur le fait que les licences pour Google Maps passaient en payante pour tout le monde, y compris la première carte que tu affichais. Donc on se comprenait, on n'a pas encore compris l'incidence que ça allait avoir, mais ça arrive dans les prochains mois, parce que en même temps, ils profitent pour rechanger les licences business. Et donc nous, personnellement, on avait une licence business pour faire une série d'opérations chez eux, et la même licence, du jour au lendemain, ils t'affichent gentiment, bon alors, le truc, ta consommation, ça te coûtait 10 000 €, pour la même chose, ce sera 45 000. D'accord. Donc, voilà, là, tout de suite, tu as un petit peu de mal à avaler la pilule. Donc, c'est non négociable. Hein, donc, tu vois, c'est 45 000. Pour être tout à fait clair, donc l'idée c'était Google Maps, je me rappelle de cette news, il était question de faire payer les utilisateurs, c'est-à-dire les gens qui créent des applications, oui, c'est ça, et les gens qui font des applications, qui utilisent Google Maps, qui intègrent Google Maps dans leurs applications et des choses du genre. Et cette tarification, elle est prévue comment à la requête. Je sais que sur les API, ils ont des systèmes de comptabilisation chez Google un petit peu avec des poids, enfin des points. C'est ça, ouais. Suivant la requête, ils se décident que ça coûte plus ou moins cher. Ça, c'est 230. Alors, un affichage de carte. Ça, c'est 230. Un affichage de carte, c'est 1000 cartes, c'est 7 €. D'accord, ok. Ouais. Donc, tu as 1000 gars qui viennent sur ton site. Bim, tu as payé 7 €. Ouais, c'est ça. Et comptabiliser 1000 affichages d'une page avec 7 €.
Oui, c'est C'est ça. pas possible. C'est juste pas possible. C'est juste impossible. Donc, On est d'accord. donc, oui, ils sont en train de tuer le truc dans l'œuf, je sais pas ce qu'ils foutent. Enfin bref, ça c'était le premier point qui m'a un peu cassé la tête. Mais alors après, un truc, donc, c'est que ces derniers mois, à chaque fois que tu vas dans un établissement, tu as ton petit téléphone qui te dit ah ouais, t'es rentré dans tel bricot, tel truc de bouffe, tel machin. C'est vie sur le truc. Hein, il demande une petite étoile. Hein, tu te dis bah ouais, le truc est bien. Hein, tu te dis en même temps, tu te dis bah c'est bien, je donne mon avis pour pouvoir dire que le commerce dans lequel je vais, je lui mets un petit 5 sur 5, une petite étoile, il est content. Et le commerce reçoit une notification, effectivement, que tu as été dans le commerce, que tu as donné un 5 étoiles, il est content et tout. Tu dis, voilà, tu vois, c'est un système de rating, c'est sympa. Non Ouais. Je trouve ça c'est sympa. Il y en a d'autres qui font ça, mais au final, c'est sympa. Ouais, mais c'est pas neuf en même temps. Maintenant, mais qu'ils le proposent systématiquement, ça c'est neuf par contre. Avant c'est neuf, ouais. Et donc, en fait, tu te dis, mais pourquoi ils font ça? Non, parce que c'est pas en un coup, ils se disent, ils vont mettre plein de ratings. Et non, en fait, l'explication est assez simple et assez sournoise. C'est que tu as de la publicité sur Google, rien de neuf. Et aujourd'hui, tu as une publicité pour une grande marque de soda. Et la question que la marque de soda va poser, c'est, oui, mais est-ce que ma publicité, les gens vont acheter? Et donc, en magasin et qui dit ouais j'ai été dans tel magasin, t'as vu, j'ai mis une petite étoile. Et donc Google remonte en disant ouais, le mec il a été en magasin, t'as vu, ta pub elle a marché. Donc faut pas croire que à la base c'est juste pour donner des étoiles. L'intérêt majeur de Google derrière le fait que vous aujourd'hui vous notiez ces magasins, ils s'en foutent des notes des magasins, c'est surtout pour pouvoir monétiser le fait qu'ils ont balancé une publicité et que vous ayez réagi en disant ouais, j'ai vraiment été dans le magasin, c'est génial. Ils sont très forts. Hein. Mais on avait parlé, rappelle-toi, il y a quelques semaines, il me semble, ici même dans les technos, de ce chaînon manquant qu'il pouvait tracer la consommation sur le web, mais qu'il perdait tout lien avec le consommateur dès qu'il était dans la nature. Et là, ils ont trouvé le petit lien qui va bien, quoi. C'est le petit lien, alors qu'il... L'espèce de cookie. Le chaînon manquant... C'est ça, le petit cookie. Oui, c'est ça, c'est vraiment le cookie qu'on te balance quand tu vas en magasin. Et de là, ils extrapolent en disant, il y a autant de gars qui ont un Android, autant un iPhone, donc on se dit, t'as gagné autant. Alors, la problématique pour eux quand même, c'est parce que ils n'ont pas les liens avec le ticket, bien que on avait un scandale avec Mastercard, qu'ils avaient les infos sur certains paiements, mais ils n'ont pas le détail de ce que tu as acheté. Donc, si tu prends une marque de soda, la marque de soda, elle dit oui, mais le mec, il va toutes les semaines faire ses courses. Rien ne me dit qu'il a acheté mon soda. Donc pour eux, c'est pas relevant. Donc pour une grande marque d'électro, il peut se dire que c'est plus relevant parce qu'il va effectivement dans un magasin d'électro et qu'il va de toute façon une fois par an là-dedans. Donc c'est plausible qu'il ait été influencé. Est-ce qu'il a acheté réellement la marque? Ça, ils le savent pas. Non, c'est juste qu'il a été. Donc c'est une extrapolation, c'est pas tout à fait sûr. Et si tu veux vraiment savoir ce que le mec a acheté, là ils disent bah oui, mais il faut demander les ventes au magasin. Mais t'inquiète, ils ont un module prévu pour, qui permet aussi de pouvoir récupérer les ventes des magasins si le magasin il est d'accord. D'accord, donc tout est prévu. Tout est prévu, tout est prévu. Mais je trouve que c'est vraiment assez insidieux parce que même moi, au final, je m'étais pas rendu compte en cliquant sur la petite étoile que grâce à ça, tu donnais une les publicités que je donnais une information et que les publicités qui me balançaient, ça valait plus d'argent pour eux. C'est très très fort. Mais moi je pense que de toute façon, quelle que soit l'action demandée par l'application, par une application quelconque, c'est qu'à un moment donné, c'est monétisable pour eux, c'est que ça a une valeur intrinsèque, c'est pas juste pour rigoler, quoi. Non. Mais c'est beaucoup plus insidieux qu'on le pense. Oui, donc voilà. Si on vous le dit, c'est insidieux, on vous a dit. C'est comme ça. C'est insidieux. C'est comme ça. Voilà. Ah, je vous avais dit qu'on n'avait pas fini avec la lettre G comme Google. Marc, on parle d'un projet, un nouveau projet qui s'appelle Stream chez Google et qui s'annonce prometteur, nous dis-tu. Oui, alors on va peut-être d'abord repréciser ce qu'est Google Stream, qui n'existe encore actuellement qu'en version bêta très limitée. Si je vous dis... Alors évidemment, c'est un projet qui va principalement s'adresser aux gamers dans un premier temps, probablement avec d'autres personnes, avec une audience plus large par la suite. Si je vous dis PS Now, non. Enfin, moi je suis pas très gamer. GeForce Now, oui, ça me dit quelque chose, ça, oui. Si je vous dis Shadow.
Shadow, oui, Shadow PC, c'est le français dans le groupe. Oui. Voilà, exactement. Et bien ici, c'est la même chose. Google s'est mis en tête de venir jouer sur les plates-bandes de ses petits camarades et de proposer une expérience virtualisée la plus fidèle possible. Donc ici, au niveau technique, on parle quand même de dématérialiser sur votre machine des jeux, alors pour l'instant uniquement des jeux, mais peut-être par la suite des applications plus gourmandes en calcul comme du montage vidéo, de la modélisation 3D, etc. Jusqu'en 4K, 60 images secondes, sans aucun lag, avec une réactivité immédiate en dessous des 10 millisecondes. Enfin voilà, le truc qu'on aimerait tous avoir, ce que Shadow a fait, mais qui demande un environnement logiciel complet. Là où Google change un peu la donne par rapport à ce que fait GeForce Now chez Nvidia, PS Now chez PlayStation et Shadow, c'est que tout ça se fera avec votre browser. Chrome, tout bêtement en fait. Donc vous ouvrez Chrome, vous allez sur... Oui, donc pour Sébastien c'est un peu dommage. Oui, je pense que c'est foutu pour Sébastien parce que 110% de processeur c'est pas possible. Donc, oh il est pas content, oh là là il ronchon. Donc vous ouvrez votre browser, vous allez sur l'URL qui est donnée. Alors pour l'instant il y a 2 jeux qui sont en test, il y a le dernier Assassin's Creed et il y a un autre, je ne sais même pas c'est lequel, pour vous dire à quel point je me suis... plongé sur le jet, voilà, simplement, je sais que ça fonctionne. Ouais. Par contre, de l'avis de toutes les sociétés, de tous les testeurs qui ont pu mettre leurs mains sur le truc, c'est d'une intuitivité redoutable. C'est vraiment, on ouvre, on tape l'URL, on clique sur un bouton et c'est fini. Voilà. Ouais. Rien à installer, rien à mettre. La réactivité est immédiate. Le rendu graphique est plus beau que ce que propose Nvidia, c'est-à-dire qu'il y a vraiment très peu d'artefacts au niveau de la compression vidéo. La compression sonore est très maîtrisée. Il y a vraiment, voilà, bon, évidemment, il faut une connexion Internet qui suit quand même, vu qu'il propose 2 profils, un profil Full HD qui demande une connexion à 25 mégabits et une connexion 4K qui demande une connexion à 70 mégabits. Ça commence à être quelque chose quand même relativement répandu maintenant. Oui. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faudra suivre. Généralement, quand Google s'embarque dans un domaine où il n'était pas encore avant, il débarque avec la grosse artillerie. Maintenant, Google n'est pas forcément connu pour garder des projets, pour pérenniser sur le long terme tous les projets qu'ils initient. Mais disons qu'ici, il y a clairement effectivement un marché et la plus belle démonstration qu'ils ont faite, c'est de pouvoir jouer à un titre qui est quand même un titre premium qui généralement met une machine bien convenable avec 8 Go de RAM ou 16 Go de RAM, un bon gros Core i7 et une bonne grosse carte graphique, parfois à genoux dans les très hautes résolutions ou les très nombreux détails, avec un Chromebook. Donc voilà, c'est quand même assez sympathique. Et voilà, au-delà du jeu, il faudra voir s'ils vont capitaliser sur le truc, si c'est pas juste un effet d'annonce, si c'est pas juste une démonstration technique pour finalement simplement faire la promo de Chrome. Ce serait vraiment dommage, mais on ne peut jamais tout écarter. Mais ça pourra devenir intéressant le jour où on pourra avoir autre chose à se mettre sous la dent que des jeux. Oui, forcément, parce que nous, on n'est pas très gamers. C'est pour ça qu'on dit ça. Voilà, exactement. Petite précision, Shadow, ils annoncent un fonctionnement à partir d'un débit descendant de 15 mégabits par seconde. Oui, effectivement. Donc voilà, c'est ce qu'ils annoncent en tout cas. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de tester. Mais de mémoire, est-ce que c'est disponible en Belgique? Je suis pas sûr. Je ne saurais pas te répondre. Mais de mémoire, le 15 mégabits, c'est une résolution qui est limitée soit à du 720, quasi sans compression, ou alors à du 1080, mais avec une compression qui commence à être visible. Oui, donc voilà. D'après ce que j'en ai entendu dans d'autres podcasts et dans d'autres chaînes YouTube qui traitent du sujet, ça fonctionne plutôt pas mal, mais c'était des Français qui en parlaient. Donc il y a peut-être un petit côté chauvin. On ne va pas faire de chauvinisme. Mais c'est pas notre cas, donc voilà. Si les gars de Shadow nous regardent, les gars, on voudrait bien tester. Welcome, j'ai envie de dire. Voilà. Parce que le Shadow PC, est-ce qu'il y a c'est du hardware, hein? On est bien d'accord. Alors, à la base, il y a du hardware, mais normalement, ils avaient prévu, si je ne me trompe, de faire une version purement software. Oui, il me semble. Hein, oui, puisque quelque part, c'est du simple streaming, en fait. Parce que si tu fais tourner ça sur une Shield, tu peux.
Tu vois, tu cumules un peu le La truc. Shield, normalement, devrait avoir plus que largement la puissance Je pense, hein. nécessaire que pour exploiter ce genre Ouais. de truc. De toute façon, la Shield, ben, il y a déjà GeForce Now derrière. Donc. En plus. Donc voilà, c'est un petit doublon, on va dire. Ok, bon, ben, moi, quand il y a des trucs comme ça en plus et qu'on peut tester, parce que là, en l'occurrence, Google Stream, on va pouvoir le tester, donc tant mieux, c'est plutôt positif, effectivement. C'est plutôt positif. Et donc, je rappelle. Oui, non, mais vas-y, Non, dis-moi. juste, voilà, non, juste pour l'instant, je rappelle, c'est un truc qui est limité uniquement, c'est de la bêta fermée, fermée, Ouais, fermée. ouais. On a pris une centaine de personnes aux US et voilà, les gens sont en train de tester. Ok, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'on était à la lettre S, S comme sécurité, Sébastien, on va parler de GSM qui ne seraient pas sécures. Comment se fait? C'est des GSM qui ne seraient pas totalement sécurisés, qui se retrouvent dans les mains de grands chefs d'État, par exemple. Oui, c'est dingue, hein? Dingue. Alors que, voilà, pour le moment, cette semaine, on parle un petit peu de sécurité aux États-Unis parce que, voilà, on envoie des colis sympas. Eh bien, en même temps, on apprend que notre cher président, Non, enfin, c'est c'est pas pas le le nôtre. nôtre, Non, le leur, le leur. on est sauvé, eh bien, continue après tout ce que les conseils de sécurité lui ont déjà asséné comme conseil, on va dire. Hein. Elle était pourrie, ma phrase. Ouais. Mais voilà, même s'il râle depuis le début de son mandat, eh bien, il continue à utiliser 2 iPhones plutôt que simplement utiliser les téléphones. Oui, Oui, je tiens à préciser qu'on parle de Trump, parce qu'on l'a pas dit. c'est vrai. Ah oui, c'est ça. On a dit que C'est c'était pas clair, notre président. À on force de parlait pas nier de le mec, Charles Michel, hein. à force de le nier complètement, on finit par le. Vous savez, le président qui n'est pas notre président, qu'on n'a pas choisi nous. On Le parle de gars Trump. bizarre. Oui, le type bizarre, là, avec ses Ouais, cheveux. on parle de ça. Eh ben, le mec, voilà, il continue à l'utiliser et donc pour le moment, ça commence un petit peu à faire râler outre-Atlantique parce que il continue à utiliser ces 2 iPhones alors que bah, la sécurité nationale, il y a un petit coup aujourd'hui qui est donné au pays et en fait, bon voilà, il continue à passer la plupart de ses appels. Alors on nous, les services secrets confirment que pour certains appels, il utiliserait quand même les trucs sécurisés proposés par leur service, mais que globalement, bah, il continue toujours à utiliser ses iPhones. Et le problème de l'iPhone, c'est que bah, il utilise le réseau GSM et que donc on n'attaque pas l'iPhone en tant que tel. Hein, L'iPhone, même s'il a des failles peut-être éventuellement, bah, le réseau GSM, lui, Ouais. il n'est pas conçu pour être à l'abri d'une puissance étrangère, et donc le protocole est un petit peu plus ancien, et des gars comme Patrick, qui est chroniqueur chez nous, pourraient vous en parler beaucoup plus longtemps. Bah, mettre une antenne relais, ça s'est fait encore il y a 1 an ou 2, pour espionner les chefs d'État. Mettre une antenne et dire « je suis aujourd'hui tel provider », et que tous les réseaux tous les GSM s'y connectent, et de faire une attaque man in the middle, c'est tout à fait possible. Bien sûr. Le GSM ne va pas l'authentifier et il va s'y connecter parce qu'il a une puissance plus forte que l'antenne auquel il était. Donc voilà, fondamentalement, c'est pas un truc qui est sécure aujourd'hui, en tout cas pas pour ce niveau de responsabilité. Donc bon voilà. Tu te rappelles que Obama, quand il est arrivé au pouvoir, c'était il y a plus de 10 ans maintenant, si je dis pas de bêtises, son Ouais, premier mandat, il ne voulait pas lâcher son BlackBerry. Et les services oui. secrets disaient « Ah non, le BlackBerry, c'est pas suffisamment sécure, etc. » Et finalement, ils se sont pliés, hein, parce que c'est quand même le président des États-Unis, donc c'est le patron, quand même. Et finalement, ils ont admis que le BlackBerry, à l'époque, hein, quand ça s'appelait encore le BlackBerry de RIM, BlackBerry. était un appareil très sécurisé, et finalement plus sécurisé sans doute que tout autre GSM à l'époque. Donc chaque président sa petite marotte, son petit appareil à lui. Ouais, oui, oui, ok, mais le BlackBerry était prévu à la base pour des communications chiffrées. Ah, le fonds de commerce de Euh, RIM, c'était ça, c'était le chiffrement. C'était le principe. On peut pas dire que l'iPhone ce soit fondamentalement ça, c'est du grand public et tout n'est pas chiffré, donc Ouais. bah, Ouais.
C'est très différent quand même. Il n'y avait pas les applications qu'il utilise sur RIM, sur le BlackBerry sans doute. Non, il n'y avait pas Tinder, quoi. Pas Tinder, c'est ce que j'allais dire. Donc voilà. Bon, en même temps, hein, s'il a envie que tout le monde entende ses conversations, ou alors c'est peut-être un choix délibéré, c'est peut-être pour faire passer des messages, hein, je sais pas, par exemple. Envoyer le colis à telle adresse, par exemple. Des choses comme ça, par exemple. Attention, parce qu'on diffuse... Sur un réseau américain, oui. Mais voilà. Moi, j'ai pas l'intention d'aller aux États-Unis tout de suite, donc ça va. Il n'y a pas de souci. On est à la lettre T comme téléphone, tiens, encore, on va parler téléphone, Marc. En 2018, un constructeur sort un téléphone, et alors là, c'est quand même très particulier, très audacieux, et en même temps, c'est une révolution, je pense, un téléphone qui va servir à téléphoner. Oui, alors avant de poursuivre, moi je voudrais quand même signaler à l'immigration américaine que j'ai rien à voir avec les deux idiots qui viennent de parler, parce que moi, les États-Unis, c'est prévu dans mes plans de voyage, et vous êtes gentils, vous m'assimilez pas à ces deux types-là, vous me laissez rentrer gentiment. Merci. Okay, moi j'ai rien contre Trump. Oui, mais il fait du rap aussi. C'est un rappeur, Marc. Il fait du rap anti-Trump. Ouais. Maintenant, on peut lâcher le micro. Voilà. Donc, on a pourri ses vacances, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Et donc, ce téléphone. Là, c'est quoi des vacances? Oui, c'est une bonne question. Bon, alors oui, et là, ça se passe pas aux États-Unis, ça se passe au Japon. Parce qu'au Japon, effectivement, ils ont des petites mains. Oui. Parce qu'ils sont petits physiquement. Non, c'est quoi ce truc racisme? Moi, alors, je n'ai rien à voir avec lui. Je veux aller au Japon. Et donc, c'est quoi ce cliché? Maintenant, sérieusement, ils ont tendance, ça a été prouvé, les Japonais et les Asiatiques ont tendance à bien aimer les appareils téléphoniques qui sont plus petits. D'ailleurs, on est la preuve que c'est encore un des seuls marchés où il y a des appareils à clapet qui physiquement ont une empreinte qui est plus réduite que les grosses phablettes ou les gros téléphones auxquels on a l'habitude, nous, de manipuler. C'est vraiment ce que tu dis, parce qu'il me semblait que justement les phablettes, enfin les téléphones de grande taille avaient eu beaucoup de succès, avaient bien démarré dans des pays comme le Japon, mais aussi en Chine, par exemple, pour ne pas généraliser, mais voilà, que c'était plutôt des pays comme ça qui s'intéressaient plus à ce type d'appareil, parce que c'était peut-être entre la tablette et le téléphone, justement. Enfin, je sais pas, c'est possible. Moi, j'ai pas lu ce genre de choses, mais bon, c'est possible. Voilà, il y a tellement de sources différentes. Ouais. Voilà. Mais de toute façon, ce qui est ici le cas de notre petit Bitonio, enfin du petit téléphone dont on va parler, c'est qu'il se rapproche d'une autre sortie toute récente qui vient d'avoir lieu, qui est celle de Palm, qui a ressorti un téléphone qui est tout petit, qui se présente comme un téléphone d'appoint. Donc vous avez votre téléphone principal, mais vous avez votre deuxième téléphone que vous sortez quand vous n'avez pas envie de sortir le gros. Voilà, le gros il est fatigué, donc vous prenez le petit. C'est des choses comme ça. Et donc ici, ils ont fait... Alors là où le Palm avait encore la possibilité de faire tourner des applications, ici ce ne sera même pas le cas. Ici, vous avez un téléphone qui, globalement, va vous servir à, effectivement, téléphoner, à surfer, et globalement, c'est tout. Envoyer des SMS, bien sûr. Oui, quand même, surfer, parce qu'il est compatible 4G. Il y a un navigateur embarqué. Il y a évidemment les trucs standards, à savoir chronomètre, horloge, agenda, messagerie, liste de contacts. Donc, tout ce qu'un bon téléphone du début des années 2000 pouvait faire. La différence ici, c'est que le packaging est vraiment tout petit, vu que le Bitonio en question va mesurer 9 cm sur 5 sur 5 mm. Donc, c'est vraiment format carte de crédit. C'est grosso modo, oui, c'est carte de crédit. C'est grosso modo ça. C'est la taille d'une Visa. Voilà. Et l'autre originalité, c'est que son écran est un écran à encre électronique. Donc, le truc qui consomme très peu d'énergie naturellement. Et donc, l'autonomie annoncée du bidule est quand même de 100 heures. Par rapport à nos téléphones auxquels nous sommes habitués, comme l'espèce de bidule ici qui dure royalement. Le genre de bidule qu'il faut recharger quasi tous les jours. Il y a quand même une différence. Alors, je l'ai dit, les fonctionnalités sont assez limitées. Il n'y a pas d'appareil photo, forcément. Il n'y a pas de prise jack non plus, parce qu'il n'y a même pas l'épaisseur pour embarquer l'électronique qui va avec. Par contre, il est Bluetooth. Voilà. D'accord. Donc, il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire, mais c'est quand même amusant de constater qu'en 2018, quasi 2019, il y a des gens qui sortent encore des téléphones dont la vocation première est de téléphoner et quasi rien d'autre. Mais il y a des gens pour qui le téléphone reste encore un outil de communication relativement banal en somme, et qui n'ont pas besoin ou n'ont pas envie
même surfer à la rigueur, c'est déjà beaucoup. Pour qui le téléphone, c'est juste un outil qui permet d'envoyer des SMS et de recevoir des coups de téléphone et d'en donner. Voilà. Ouais. Il y a des gens, et c'est pas une question de génération, je pense en plus. Je pense qu'il y a des gens de tout âge il peut y avoir une fracture numérique à un moment donné et de dire je comprends rien ces machins-là. Ça existe, on est bien d'accord. Mais je pense que dans le chef de certains, ça ne voit pas l'intérêt. On peut le comprendre d'avoir un micro-ordinateur en poche, quoi. Non, bien sûr, bien sûr. Mais bon, de toute façon, on en dira encore quoi? On dira qu'il a aussi une petite protection contre les éclaboussures, et voilà. Donc, c'est pas de l'IP68, c'est un truc de base. Hein. Ouais. On ne peut pas le tremper dans le café, il ne peut pas faire Non. touillette. Et qu'il devrait être commercialisé très prochainement, d'abord au Japon, peut-être dans le reste du monde, pour à peu près 250 €. Maintenant, 250 € pour un truc qui fait que ça commence à faire un peu cher. Oui, là, c'est un peu... ça pique un peu quand même. Hein. Disons que la différence se paye, monsieur. Oui, c'est ça. C'est parce qu'ils s'attendent peut-être pas à devoir en produire beaucoup et que donc l'offre, demande, machin, peut-être que ça va diminuer si tout le monde en prend. Non. Ah non. Non, disons que pour l'instant, le seul avantage que je vois à un téléphone comme celui-là serait l'autonomie. Effectivement, 100 heures, c'est assez sympa. Ouais. Maintenant, ce matin, j'ai vu passer une news qui venait de chez Samsung qui annonce le début, alors c'est pas encore de la grande série, mais le début de production à plus grande échelle d'un modèle de batterie au graphène, donc à lithium-ion, mais avec, lithium métal hybride, mais avec des électrodes en graphène de part et d'autre plutôt que les électrodes classiques, qui pourraient emmagasiner 5 fois plus d'énergie qu'une batterie conventionnelle et qui serait rechargeable intégralement en 15 minutes. Pas mal, hein? Là, ça commence à devenir intéressant. Ça commence à devenir sympa. Je voyais Seb réagir à un moment donné sur cette news. Oui, parce que au final, un téléphone qui ne fait que téléphoner et qui tient 100 heures, tu mets ta carte SIM dedans et tu fous juste du data dans ton smartphone. C'est pratique, hein. Bah oui. Tu vois, à partir du moment où ça devient un truc convénient, où tu es connecté en Bluetooth et que tu pourrais presque être connecté, allez, tu le recharges une fois par mois, tu le tapes dans ton portefeuille ou dans ta poche et t'es parti, hein. Pourquoi pas, effectivement. Je trouve pas ça si idiot comme truc. Hein. Si on peut s'en servir comme ça, moi je trouve ça plutôt... c'est pas idiot comme produit, franchement. Et puis, moi, tu vois, pendant que tu téléphones, t'as ton smartphone. Voilà, tu peux t'en servir pour autre chose. Pour t'occuper. Et pour jouer, pour appeler Trump. Voilà. Une possibilité. Ou appeler directement les Chinois, comme ça, ou les Russes. Ça ira plus vite. Non, mais il s'appelle comment ce téléphone? Il a un nom, ce petit gars? Il a un petit nom, c'est le Kyocera KY01L. D'accord. Kyocera, c'est pas ceux qui font les photocopieurs, ça? Les imprimantes et le machin, mais effectivement, sur le marché japonais, ils font d'autres choses aussi. Son nom complet, c'est le Kyocera Keitai KY01L. Voilà, pour être tout à fait précis. Bonjour monsieur, je voudrais un machin. Ça va pas marcher ce truc-là. W, la lettre W comme Wi-Fi. Moi j'avais noté une news, mais déjà ancienne, où ils se sont enfin mis d'accord pour mettre des appellations Wi-Fi que tout le monde comprend. C'est-à-dire Wi-Fi 5, Wi-Fi, les fameuses normes N, E, machin, etc. Et plus personne n'y comprenait rien. Donc ils ont mis des normes, je pense qu'on était à la norme 6. Et donc forcément, plus le chiffre est gros, mieux c'est, on va dire. Mais ici, voilà, c'est ça. Et ici, il ne s'agit pas de ça, c'est un autre Wi-Fi, c'est le Wi-Fi 11AY ou le WiGig. C'est le 6,5 en fait. C'est le 6,5. C'est un 6 avec des grosses coronets. C'est de ça dont il s'agit. Non, oui. Non, ce sera pas le 7, ce sera pas ça, ce sera le WiGig, tu vois. Ils te font vraiment chier. Ils disaient, allez, maintenant qu'on les a tous numérotés, on va en faire un autre. Juste pour dire que... WiGig, W-I-G-I-G, hein, pour être tout à fait précis. C'est pas le Wi, sans le chiffre, c'est Wi, comme Wi, quoi, comme Wi-Fi. Et donc, ici, ce serait le Wi-Fi 11AY. Ouais. À mettre en parallèle avec le Wi-Fi 802.11ax, le Wi-Fi 6, qui te permet un certain bon débit. Eh bien, ici, le AY, il est parti dans une bande de fréquence qui, a priori, sur papier, fait peur, mais bon, voilà, ça a ses avantages. C'est du 60 gigas. D'accord. Hein, donc, on est dans un truc qui est quand même en très, très, très haute fréquence.
L'énorme avantage de cette haute fréquence, c'est que ils peuvent te faire passer de très très gros débits. Ici, ils disent on monte sans problème à du 10 gigas. Alors déjà que le 10 gigas en fil, c'est déjà pas évident, ou ça te coûte un avion de chasse. Alors si en même temps on peut te proposer du 10 gigas en Wi-Fi, c'est clair que la techno sera plus facilement atteignable. Bon, maintenant le 10 gigas chez toi, qui n'a même pas du 100 mégas, ma foi, faut encore y aller, quoi. Mais admettons, donc le truc est en recherche, et il y a un premier chipset qui est sorti de la part de Qualcomm, inévitablement. C'est notre petit Qualcomm qui innove pas mal pour le moment. On va se faire un peu d'argent sur les brevets. Et donc, l'énorme avantage, comme je disais, c'est les 10 gigas. L'énorme désavantage, par contre, c'est que ça passe pas les murs. Donc, c'est une fréquence qui, ici, très courte, très longue. C'est des 10 gigas, donc c'est très, 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 très proche. Et donc, passer à travers un trou dans ton mur, même s'il n'y a pas de trou dans le mur, mais essayer de comprendre que ça passe à travers la matière, là, ça passe pas. C'est juste pas possible. Donc, c'est quelque chose qui ne passe plus aucun obstacle. Par contre, quand il n'y a pas d'obstacle, c'est quelque chose qui va relativement loin. Donc, ils peuvent te couvrir une centaine de mètres sans problème en extérieur. Bon, voilà, je sais pas encore, honnêtement, si... Enfin, oui, il y a encore quasi pas grand-chose. Je sais pas honnêtement si ça va, si c'est un truc qui va marcher. Il y a Qualcomm qui est derrière, donc c'est probablement possible que ce truc débarque, mais d'ici quand même quelques années, quoi. Mais est-ce qu'il y a quand même des normes de sécurité qui encadrent ce genre de développement? Enfin, je veux dire, on n'est pas encore à des fréquences du four à micro-ondes, quoi. On va pas se brûler les neurones. T'es largement au-dessus, C'est au-dessus. Le micro-ondes, le micro-ondes, c'est du 2 giga 4. D'accord, ok. Bon. Donc ici, t'es très très largement au-dessus du micro-ondes. D'accord. C'est pas pour autant que ça cuit mieux. Ça cuit pas mieux. Non, mais avec le Wi-Fi, tu sauras voir quand c'est cuit, parce que tu pourras mettre une caméra avec une bande passante de 10 gigabits, tu pourras voir l'intérieur de ton micro-ondes en 4K stéréo 3D, et tu pourras voir quand c'est cuit. C'est magnifique. Oui, c'est ça. On n'arrête pas le progrès, j'ai envie de te dire, mais voilà. Je reste dubitatif quand même sur ce truc. Ouais, je l'ai pas emballé très positif. Mais non, c'est ça. C'est pas vendeur. Tu me l'as pas vendu, quoi. Alors, tes actions Qualcomm, elles vont pas grimper comme ça, mon ami. Il va falloir mettre un petit peu du tien. Non, mais c'est vrai. Bon, ok. Je sais pas si Marc avait un truc à rajouter d'intelligent pour changer de mes propos à moi. Non, pas vraiment. Déjà, on n'est pas aidé. Disons que j'imagine difficilement un cadre d'application déjà privé. C'est totalement improbable, sauf pour vraiment pouvoir afficher la plus grosse. Oui, mais généralement, 4K, si tu as les moyens d'avoir le truc qui passe pas les murs, ça veut dire que tu dois l'avoir dans la même pièce. Ouais, éventuellement. Un casque. Un casque. Un casque. Ouais. T'imagines, ouais, il faut déjà du gros casque, et à mon avis, avec la fréquence... Non, c'est assez petit leur truc. Oui, j'imagine. Un des usages, c'est vraiment un casque réalité virtuelle avec une ultra haute résolution. Avec des écrans ultra haute résolution, oui. Dans ce cadre-là, effectivement, ça pourrait être intéressant si ça ne te grille pas le système nerveux avant. S'en fout. C'était bien, ton expérience virtuelle, c'était bien, j'y suis resté. Ah, écoutez, j'ai même reçu le bip. On passe à la suite. On est déjà à la lettre W comme après le Wi-Fi, comme oui mais non. Vous savez que traditionnellement nous terminons. On fait dans l'ordre. Oui, c'est ça. On termine traditionnellement par un oui mais non. Ici on a deux oui mais non. Ce premier oui mais non, c'est celui de Marc, je crois. Avec alors ça, j'ai vu ça m'a énervé. Le casque de Panasonic pour les gens qui travaillent dans les open space. C'est un peu, je résume très fort, mais c'est ça l'idée, quoi. Oui, tu résumes très fort, mais c'est tellement what the blip que je ne sais pas trop quoi en dire. Surtout que ce truc n'est pas donné, ça coûte quand même 200 boules. C'est trop cher.
Ben, de recherche pour ce que c'est quand même, oui. Alors, ça consiste en quoi? Alors, à la base, il y a une équipe de designers, ça part toujours, il faut jamais laisser les designers faire leur boulot, sinon, voilà, on arrive à des trucs pareils, en plus, ils souffrent, c'est mal, soit. Donc, une équipe de designers qui bosse pour Panasonic, qui se sont réunis sous un nom collectif qui s'appelle Future Life Factory. Déjà là, ils ont trop travaillé, les pauvres garçons. Ou les pauvres dames. Hein, oui, c'est vrai. Enfin, on m'en fout de toute façon, totalement. Ouais. Qui ont dévoilé un casque d'isolation sensorielle. Alors, sur les photos, si vous le regardez en vidcast, vous devez à ce moment-ci, si je ne me trompe pas, être quelque part entre écroulé sur votre chaise en train de pisser de rire par terre, parce que ça ressemble globalement à rien. Oui. C'est à peu près des œillères. Vous savez, les œillères qu'on met aux chevaux, pour quand ils font des labours ou quand ils font des courses hippiques, pour éviter qu'ils ne soient discrets par autre chose. Donc c'est vraiment ça. C'est un que vous allez... Le mot qui m'est venu quand j'ai vu ça, c'est bête de somme. Tu vois ? Oui, c'est bête de somme, c'est vraiment ça. Voilà, donc c'est un casque qui vient se mettre autour de votre tête et pas sur votre tête, qui va venir se poser avec 2 supports sur vos oreilles, un peu comme des lunettes, mais en plus qui va venir mettre vos oreilles dans des gros coussinets bien étanches, avec en plus un système d'annulation de bruit, donc je suppose que c'est pour ça qu'on justifie les 215 €. Et alors, une espèce de visière qui va venir se positionner de part et d'autre de votre vision en la refermant. Donc, grosso modo, vous allez passer d'un champ de vision typique de l'être humain, qui est d'un champ de vision quand même des alentours de 110-120 degrés, à un truc qui va réellement faire 30 degrés, où vous allez avoir juste ce qui est devant vous, à l'exception de quoi d'autre ? À l'exception de toute autre distraction, vous n'allez avoir que votre visibilité frontale immédiate. Alors, ce que j'adore, ce genre de réflexion, donc, c'est qu'ils ont voulu arriver à faire un truc qui permet aux personnes qui travaillent dans des open space ou dans des coworking ou en fait, dans n'importe quel endroit où on est susceptible de se faire emmerder par le type qui a envie de vous raconter le dernier film qu'il a vu ou la dernière blague pourrie qu'il a entendue ou qui a besoin d'un coup de main pour faire la présentation parce qu'il n'a pas été foutu d'ouvrir PowerPoint convenablement. Ben voilà, les études qui ont sous-tendu à ce genre de choses ont quand même procédé d'une série d'expérimentations relativement ésotériques pour que... Enfin, suffisamment ésotérique pour que les concepteurs du bidule nous admettent quand même totalement franchement qu'aucune recherche d'aucune sorte que ce soit n'a été menée par l'entreprise pour attester que la chose, je ne trouve pas d'autre mot, améliore effectivement la concentration. Donc grosso modo, ce truc, on va arriver à bout d'épithète, hein, parce que bon, truc, bazar, bidule, machin, à un moment, on arrive au bout. Ce brol, pour rester belge, en fait, consiste à vous faire payer 215 € pour que la personne qui vous voit avec comprenne qu'il ne faut pas faire chier. C'est ça. Voilà. Donc, autrement dit, afficher un gros « m'emmerdez pas », c'est la même chose, mais ça coûte moins cher. Ça doit faire mal au lombaire à un moment donné, tu vois, ça doit tirer quand même sur la nuque. Je sais pas, ça a l'air très léger en fait. Je sais pas si c'est léger, mais ça ressemble à on dirait un morceau de moquette qu'on t'aurait plié autour de la tête. Mais tu peux, ça coûtera moins cher à mon avis. La moquette avec le duct tape au-dessus, ça marchera aussi. Bon, ça prend les cheveux, mais tant pis. Je le répète, et ça, j'ai trouvé ça, c'est pour ça que je dis que ça m'a énervé, c'est que le premier mot qui m'est venu, c'est bête de somme, quoi. Parce que moi j'ai vu une vidéo aussi où un type portait ça sur la tête, c'est vraiment regarde pas ailleurs que ton boulot, machin, etc. Et t'as tout le monde autour qui s'agite dans l'open space, une espèce d'espace de coworking, et là tu te dis, mais c'est juste pas possible de travailler déjà dans ces conditions-là. Alors, mode troll ouvert, espace de coworking, en gros, c'est piège à loser, hein, fermons le mode troll. Et donc, il y a juste un mec qui y bosse, c'est ce mec-là, avec ses œillères, hein, qui fait son petit boulot, machin, etc. Et là, tu te dis, mais où va le monde, quoi ? C'est pire que Brésil. En même temps, c'est japonais. Oui. Rappelons que le Japon est quand même le pays qui est connu pour avoir le plus haut taux de suicide dû au travail, qui est quand même le pays dont la langue a inventé toute une série de termes. On va se faire des amis encore au Japon. Travail. Voilà. Je vois Sébastien. De toute façon, le Japon, il laisse. Ah non, pas le Japon. Passer, Ne le laisse pas partir sur le Japon. Ne le laisse il aura quelque chose à en dire. De toute façon. La seule possibilité pour aller aux États-Unis, ce sera peut-être par le Japon pour toi. Hein, donc fais gaffe quand même à ce que tu dis.
Enfin, voilà, ça c'est pas la meilleure idée du siècle, hein, on l'a bien compris, c'est pour ça que c'était un oui mais non, mais c'est pas le seul de cet épisode. Moi je trouve assez sympa hein, le truc. Ça m'étonne pas, ça par contre. Oui, toi t'aimes bien quoi. Voilà. Ouais, je sais pas, moi je trouve le truc, j'aurais été curieux. J'essayais, c'est vrai que c'est assez perturbant, mais je suis assez curieux. Alors, je veux pas faire mon méchant. Mais on n'a pas dit que c'était waterproof. Non, ce qu'il y a surtout, c'est que, étant donné que lui est... Pour la petite histoire, Seb était quand même en train de me dire, pas plus tard qu'hier, que ce serait bien d'avoir un système quelque part où il pourra avoir 6 ou 9 écrans devant lui. Alors, vu que le truc qui va focaliser un angle de vision de 30 degrés, il je te dis pas le stress de tes dorsales et de tes lombaires et de tes cervicales au bout de 6 mois. Hein. Allez, on est passé. Peut-être mettre des écrans dans... Mettre des écrans dans les œillères, tu vois, comme ça, horizontalement, tu vois, pour profiter d'un petit peu de vision. Un casque, quoi. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Voilà, un casque de réalité. Ah, ben voilà, tiens, ça c'est une bonne idée. On est donc à la dernière lettre W, parce qu'on en avait plusieurs cette fois-ci, hein, comme oui mais non. Alors, il faut être très clair, si vous allez travailler en avion, ou que vous allez, pour vos loisirs, vous allez au golf en avion, etc., on ne dessine pas de zigounettes, de stouquettes dans le ciel avec son avion. Ça, on ne le fait pas. Qui a trouvé cette news ? C'est Marc qui a trouvé. C'est moi. C'est la C'est lui. Voilà. Tu oses demander, bon, c'est possible quand c'est même. vrai. Et donc il y a quelqu'un qui a quand même osé dessiner, mais c'est avec son avion, mais c'est pas avec c'est avec un fumigène. Non, c'est pas avec un fumigène. C'est un avion de l'armée. Ah d'accord. Non, c'est un avion de l'armée. Oh putain. C'est un avion de l'armée. Tu vois, l'armée s'embête aux États-Unis pour le moment un peu. Et donc le mec. C'est une bonne pub pour le F-35. Ouais. C'est ça. C'est pour ça qu'on en achète en Belgique. Je vais faire un petit... En fait, la prochaine figure imposée le 21 juillet, ça sera la stouquette au-dessus du cinquantenaire. La stouquette. Magnifique. Au-dessus de la place des Palais, une stouquette. Voilà. C'est nos beaux avions. 12 milliards, on fait les stouquettes. Ah, ça, on pouvait pas le faire avec l'Eurofighter, hein, ça, c'est juste pas possible. Mais il faut expliquer cette news, parce que c'est quand même rigolo, il faut le reconnaître. C'est du grand n'importe quoi. Si vous avez presque tout dit, en fait, tu vois, il y a juste une map, et le gars, il n'y a pas de fumigène ni rien, mais avec son avion, comme il y a tout un système qui te permet de traquer où sont les GPS, avions, et donc ça dessine voilà, la trace. Oui, mais tu peux du sol recevoir l'info de où est l'avion. Et donc, tu vois tout le tracé de où l'avion est passé. Et le gars, il a trouvé ça assez sympathique de faire quelques petits ronds et puis de se dire « Allez, je m'emmerde, je dessine une stouquette et puis je m'en vais. » Et donc, alors, et par contre, il y a le major Patterson qui est pas content. Hein, donc, lui, il dit « Ça ne se fait pas de faire des obscénités avec Un avion de chasse. un avion de la marine. » Donc voilà, il y a enquête. Là, il y a enquête. Ça va pas bien se passer. Moi, je trouve ça génial. Mais c'est exceptionnel. Mais c'est juste complètement crétin, parce qu'il y a plein de mecs qui ont déjà fait ça à pied, et tu vois, pour s'amuser avec comment ça s'appelle, le tracker d'effort, enfin, de machin, tu vas faire ton jogging, tu vois, je dessine une stouquette. Il y en a plein qui l'ont déjà fait, on a déjà vu passer ça partout. Il y a des concours, il y a des gens qui dessinent des trucs absolument hallucinants, des trucs comme ça. Des stouquettes aussi. Il y en avait un qui avait fait ça dans les rues de New York, il avait dessiné un truc, je sais plus ce que c'était pas une stouquette, c'était autre chose. Non, c'est un truc complexe. Tout le monde ne peut pas avoir de bon goût, hein. Non. Et il avait fait ça dans les rues de New York, c'était bluffant, quoi. C'était vraiment, d'abord, ça avait fait beaucoup de kilomètres à pied, et bon, ici c'est en avion, donc il gagne un petit peu de temps, mais en même temps, il faut quand même admirer le professionnalisme du bonhomme, parce que elle est quand même très bien faite. Hein. Elle est très très bien faite. Elle porte légèrement à gauche, elle est vraiment bien modélisée, quoi. Oui, enfin, ça je sais pas sur qui il a. Cerise sur le gâteau. Le modèle porté à gauche aussi, monsieur. Donc c'est assez logique. Bon, trêve de plaisanterie, c'est quand même le genre de truc. À mon avis, ça a coûté son lot de gasoil. Hein. Ah, c'est pas de la stouquette écolo, ça, monsieur. Ah non, ça je veux dire, c'est pas à faire tout le temps non plus. C'est pas de l'éco-responsable. Enfin voilà, on comprend pourquoi c'était dans le ouais mais non. Ça nous a bien fait rire. En tout cas, les technologies en s'amusant. Ça pourrait se résumer à ça. Hein. Ne le faites pas chez vous. Ça, voilà, comme ça en plus on a. Je sais pas si on a beaucoup d'auditeurs qui ont des F-35. Hein, oui, c'est ça. Si t'as un avion, c'est ça que t'allais dire, Seb ?
Oui, voilà, c'était un avion. Apparemment, c'était quand même visible du sol. Hein. Donc Ah ça a ouais. quand même dû créer ça a quand même dû créer quelques petites traces. Ce qui est assez normal. Voilà quoi. Bon, allez, ça suffit comme ça. C'était le 185e épisode des Technos, enregistré le 25 octobre 2018. Comme ça, tout est dit. C'est marqué en haut à gauche, mais les gens qui n'ont pas l'image peuvent aussi profiter de la date. Il n'y a pas de raison. C'est ce numéro qui s'achève ici. Il n'y aura pas de bonus cette semaine parce que, voilà, mes petits camarades n'ont pas... voulu s'étaler sur un sujet particulier. Il y en aura par contre la semaine prochaine, puisque vous le savez, il y a un Apple Event, et donc sans doute qu'on va se fendre d'un hors-série pour relayer un peu les informations dont il sera question lors de cet Apple Event du 30 octobre, si je ne dis pas de bêtises. Merci à tous les deux, merci Marc, merci à Sébastien, Marc que l'on retrouve la semaine prochaine, Sébastien que l'on retrouvera plus tard. Passez tous une très très bonne semaine, un bon week-end, à très bientôt, au revoir.